Bonjour à tous et bienvenue à la Bibliothèque municipale de Lyon et à notre rendez-vous média d'aujourd'hui sur le thème de la liberté d'expression. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Charles Girard, maître de conférences en philosophie du droit à l'Université Lyon 3 Jean Moulin. Charles Girard est également membre de l'Institut de recherche philosophique de Lyon et membre associé du Centre de recherche sociologique et politique Raymond Aron. Il est aussi fondateur et coordinateur du groupe de recherche en philosophie du droit de Lyon. Alors, la BM de Lyon s'investit depuis plusieurs années dans l'éducation aux médias à travers le cycle de la fabrique de l'info. La liberté de la presse et la liberté d'expression font partie des thématiques que nous abordons dans ce cycle, d'autant plus depuis les attentats de 2015 contre la rédaction de Charlie Hebdo. En faisant nos recherches pour étayer nos propositions d'ateliers et de conférences, nous avons découvert les travaux de recherche de M. Girard, et plus particulièrement le programme de recherche pluridisciplinaire Egalibex sur la liberté d'expression et l'égalité de participation qu'il conduit depuis 2019. Charles Girard est aussi l'auteur de plusieurs essais, dont Délibérer entre égaux, Enquête sur l'idéal démocratique, publié aux éditions Vrin en 2019 et qui sera bientôt disponible à la Bibliothèque de Lyon. Donc, au cours de nos échanges, nous discuterons donc entre autres de la liberté d'expression dans notre société numérique, du droit de critiquer ou d'offenser, du rapport entre le cadre légal de la liberté d'expression et sa définition philosophique. Pour animer la rencontre, nous accueillons notre animateur habitué de nos rendez-vous médias, Monsieur Laurent Burlet, journaliste et directeur de publication à rue 89 Lyon. Donc, notre rendez-vous se découpera en deux temps. Un premier temps sera consacré à l'entretien avec Charles Girard et un second où il répondra à vos questions. Donc, vous aurez la possibilité de poser vos questions via le chat puisque vos micros sont coupés et nous restituerons les questions dans le temps d'échange à la fin de l'entretien. Donc, nous sommes ensemble jusqu'à 14h à peu près. Nous vous souhaitons un bon rendez-vous média et je laisse la parole à Laurent Burlet et Monsieur Charles Girard. Eh bien, bonjour à tous et à toutes, toutes celles, tous ceux qui nous suivent actuellement, et puis aussi ceux qui nous rejoindront plus tard quand vous regarderez cette vidéo a posteriori après notre échange. Donc on a le temps, mais en même temps les questions sont très importantes et très actuelles. La question de la liberté d'expression. C'est un peu l'objet de ce rendez-vous média, c'est de l'aborder de manière très large, puisqu'aujourd'hui, il y a on va dire deux questions principales qui se posent. La première question, justement, on en a parlé en introduction, à la suite des attentats contre Charlie Hebdo, mais aussi à la suite de l'assassinat de Samuel Paty, des voix se sont élevées, des critiques se sont élevées pour remettre en question la liberté d'expression. C'est ce qui a été précisé effectivement dans l'introduction par Karine. Il est question de votre programme de recherche Egalibex, liberté d'expression et égalité de participation. C'est vraiment le cœur de vos recherches, c'est essayer de comprendre les problématiques philosophiques qui se posent et comment ça questionne notre cadre légal, réglementaire, et comment résoudre ces dilemmes, puisqu'on voit bien, et chacun peut s'en apercevoir, que ce soit, donc on parlait des attentats contre Charlie Hebdo, de l'assassinat de Samuel Paty, mais pour terminer cette présentation, c'est que vous-même, peut-être vous complétiez, notamment à travers ce programme de recherche Egalibex, peut-être essayer de préciser quelles sont les pistes de réflexion que vous avez menées avant de rentrer dans le vif du sujet. Merci beaucoup. Merci pour cette introduction et merci à la Bibliothèque de Lyon, bien sûr, à la Bibliothèque municipale de Lyon. Je suis très heureux d'être là. Oui, je peux vous présenter en deux mots ce qui fait l'objet des recherches de ce programme de recherche qui est financé par l'Agence nationale de la recherche française, donc qui s'appelle Egalibex, en fait, pour liberté d'expression et égalité de participation. Donc c'est un groupe de recherche pluridisciplinaire avec des philosophes comme moi-même, mais aussi des juristes, des sociologues, des spécialistes des sciences de l'information et de la communication,
Et l'idée générale, c'est d'étudier la réglementation de la liberté d'expression, donc le cadre juridique qui organise l'exercice par chacun, chacune de la liberté d'expression, mais pas seulement sous l'angle de ce qu'on appelle souvent ses limites, pas seulement sous l'angle des catégories de discours qui ne sont pas protégées ou qui ne devraient pas être protégées par la liberté d'expression, comme la menace, l'appel à la violence, l'apologie du terrorisme, la diffamation, les discours racistes, et ainsi de suite. L'idée du programme, c'est aussi de s'intéresser, en plus des limites de la liberté d'expression, à son organisation interne. C'est-à-dire de regarder comment est-ce que le droit organise l'accès aux forums dans lesquels on peut s'exprimer publiquement. Aux forums physiques, les places, les rues où on manifeste, mais aussi aux forums virtuels, les réseaux sociaux comme Twitter que vous mentionniez, l'accès aux médias de grande diffusion, l'accès à la presse. Donc la manière dont le droit organise l'accès à ces forums où on peut s'exprimer, organise leur fonctionnement aussi, les différents usages que l'on peut faire de la parole. Et l'axe de recherche principal, notre point de départ, c'est de prendre au sérieux ce qui est affirmé en France, aux États-Unis, en Europe, dans les principaux textes constitutionnels et conventionnels, à savoir que, ou en tout cas dans l'interprétation des principaux textes constitutionnels et conventionnels, à savoir que la liberté d'expression est aussi et peut-être d'abord une liberté politique. C'est-à-dire qu'elle a un rôle à jouer dans l'institution de la politique démocratique, parce qu'elle permet la critique des gouvernants, parce qu'elle permet de formuler des revendications, parce qu'elle permet une forme de délibération publique ou de débat public contradictoire. Et prendre au sérieux cette question, c'est se demander comment les problèmes, les dilemmes multiples, omniprésents, vous l'avez dit, qu'on peut rencontrer à propos de la liberté d'expression, comment est-ce qu'ils peuvent être résolus, ou en tout cas comment est-ce qu'ils peuvent être pensés, avec comme horizon le rôle que joue la liberté d'expression dans cette politique démocratique. Donc c'est pas la même chose, on ne pose pas de la même manière la question de l'accès aux médias, ou la question de la possibilité de manifester dans des espaces publics, ou la question du pluralisme des opinions, ou la question de l'accès à des informations fiables et au problème de circulation de fausses nouvelles. On ne pose pas ces questions de la même manière si on pense juste la liberté d'expression comme un droit de l'individu à s'exprimer comme il l'entend, d'auto-expression, dire ce que je veux dire, ou si on le pense aussi comme un droit à participer à égalité avec les autres dans une forme de communication particulière, une forme de communication publique, égalitaire, contradictoire, qui porte sur les affaires communes. Donc ça, c'est la question générale que nous nous posons, et donc le travail consiste en fait à aller regarder des dilemmes très précis que le législateur ou le juge ne cesse de rencontrer, par exemple à propos des fausses nouvelles, du pluralisme des médias, et de le faire en essayant à la fois de comprendre ce qu'est l'état du droit, ce que peuvent faire les juristes, de resituer dans leur histoire, dans leur historicité, l'apparition de ces mécanismes juridiques, et puis aussi d'en évaluer les effets, ce que les sciences sociales peuvent faire, ce que la sociologie, la science politique, la sociologie des médias peut faire, et puis aussi d'essayer de clarifier les fondements d'une telle liberté, de clarifier les fondements des restrictions d'une telle liberté, de les expliciter, de se demander quel type de principe ou de valeur peut les fonder, ce qui est la tâche propre du philosophe ou des philosophes. Et donc tous ces angles d'attaque sont nécessaires si on veut comprendre ce qu'est la liberté d'expression, et ils sont complémentaires. C'est un objet pour le coup qui appelle ce type de démarche collective et interdisciplinaire à mon sens. D'accord, parfait pour cette présentation. Et justement, pour rentrer dans le vif du sujet et bien placer les termes du débat, vous avez commencé déjà à en parler. Les fondamentaux, je dirais, de la liberté d'expression, quel est le cadre, on va dire, philosophique et légal de cette liberté d'expression, et surtout, on va dire plus particulièrement en France, comment elle est encadrée, pour bien comprendre finalement, effectivement, vous dites à titre déjà individuel, qu'est-ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire, et puis comment après ça se déploie dans l'espace public. Alors je pense que la première chose qu'il faut noter, c'est que la liberté d'expression, elle prend des formes très diverses dans différents contextes. On a une pluralité de principes juridiques, avec des institutions judiciaires différentes, des cadres constitutionnels différents, la libre communication des pensées et des opinions qui est posée dans l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en France, ce n'est pas exactement la même chose que le free speech qui est dans le premier amendement de la Constitution états-unienne de 1791.
Et la liberté, c'est encore autre chose que la liberté d'expression qui est affirmée dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en Europe, après la Seconde Guerre mondiale, dans les deux cas. Donc on a une pluralité de textes, on a des interprétations par les juges qui sont différentes, on a des traditions parlementaires différentes, donc il y a une vraie pluralité de la liberté d'expression, faut pas y voir un principe univoque, figé, simple. Et en même temps, tous ces principes qui sont construits dans une histoire en partie commune, en partie croisée, par comparaison, par imitation, par contradiction des traditions, de ces différents principes, on peut tirer quelque chose comme un noyau à peu près stable. Le cœur, il me semble, du principe de la liberté d'expression, c'est cette idée que la communication publique des opinions, et maintenant on ajoute aussi la communication publique des opinions et des informations, doit être libre. C'est-à-dire qu'elle doit être protégée contre les pouvoirs censoriaux, contre les pouvoirs de censure, et en particulier, avant tout, par le pouvoir de censure de l'État. C'est ce qui vaut le statut fondamental protégé par la Constitution, c'est ce qui vaut son statut fondamental protégé par la Constitution à la liberté d'expression. C'est ce qui explique aussi que c'est moins dans les textes juridiques que dans la rhétorique politique autour, on présente souvent cette liberté comme étant non seulement fondamentale, mais particulièrement fondamentale, l'une des premières ou la première, l'un des biens les plus précieux de l'homme, dit la Déclaration française de 1789. Donc c'est l'affirmation de ce que la communication des opinions et des informations ne doit pas être gênée, biaisée par l'intervention de l'État au nom d'un certain dogme particulier, que ce soit un dogme moral, politique, religieux, métaphysique. En gros, c'est le refus de voir empêcher l'expression de certaines opinions du fait de leur contenu. Et c'est ce qui est considéré comme le cœur de cette liberté fondamentale. Alors maintenant, ça ne veut pas dire évidemment que cette liberté soit illimitée, elle ne l'est absolument nulle part, et on a très rarement eu ne serait-ce que des défenses du principe d'une liberté qui serait illimitée, tout simplement parce que toute forme de communication ne relève pas de la liberté d'expression. On peut faire bien autre chose que communiquer des pensées et des opinions, quand on utilise le langage, les gestes, les images, les dessins. Et on peut aussi, tout en exprimant ou en communiquant des opinions et des informations, on peut aussi faire autre chose en plus. On peut diffamer, on peut insulter, injurier, on peut mettre en danger la vie d'autrui, on peut tromper dans le cadre d'une transaction, on peut inciter à la haine raciale ou raciste, et ainsi de suite. Donc l'idée de la liberté d'expression, ça ne peut pas être que toute forme d'expression est libre. Ça doit être quelque chose comme l'idée que la communication des opinions et des informations ne doit pas être censurée du fait du contenu, de la nature de ce qui est communiqué ou de ce qui est diffusé. Et donc le problème, c'est très compliqué, hein, le défi pour le juge, pour le législateur, mais aussi pour l'observateur et puis pour la justification du point de vue philosophique, c'est de savoir faire la part entre ce qui, en tant que cela participe de la communication des idées et des opinions, mérite d'être protégé, et ce qui fait autre chose, et faisant autre chose, met en danger des intérêts sociaux importants, l'ordre public, la sûreté, ou met en danger les droits d'autrui, le droit à la réputation, le droit à la vie privée, d'une manière qui est suffisamment grave pour justifier la répression. Et du coup, en droit français particulièrement, vous avez parlé de la diffamation, vous avez parlé aussi de l'incitation à la haine, etc. Est-ce que vous pouvez peut-être clarifier ce point-là en précisant justement quelle est la loi qui s'applique? On parle beaucoup de la loi de 1880. Est-ce que vous pouvez peut-être simplement clarifier ce cadre légal-là? Alors, je peux pas, ça serait trop long, et puis aussi je suis pas juriste, hein, je suis philosophe, donc je vais pas me lancer dans un exposé de l'état actuel du droit. Ce que je peux souligner, c'est que, alors c'est deux choses. D'abord, c'est que il y a un certain nombre de types d'actes de communication, parce que c'est pas des discours qui sont interdits, c'est des formes d'actes de communication. C'est des actions de communication plutôt que des contenus de communication qui peuvent faire l'objet d'interdiction ou de sanctions ou de répression. Il y a certaines catégories de discours qu'on retrouve dans la plupart des démocraties constitutionnelles qui reconnaissent la liberté d'expression. On a une forme ou une autre de sanction de la diffamation à peu près partout, l'appel à la violence physique immédiate contre une cible identifiée à peu près partout. Et puis par contraste, on a des catégories qui sont très contestées. Donc l'une des catégories les plus contestées, c'est le négationnisme.
qui est sanctionné en France, comme dans plus d'une dizaine de démocraties de par le monde, mais qui ne l'est pas dans bien d'autres, dans de très nombreuses, et qui apparaît, qui peut être critiqué ou qui est soupçonné parfois, à la fois de l'extérieur et en France même, d'être une catégorie dangereuse parce qu'elle nous rapprocherait trop du délit d'opinion. Avec cette idée que le problème potentiel dans une loi comme la loi Guesso sur le négationnisme de la Shoah, lié à la Shoah, ça serait qu'elle punit sur la base du contenu de ce qui est communiqué, justement. Ce qui n'est pas évident. Il y a des débats très intéressants entre juristes, entre philosophes, des débats politiques aussi, sur la question de savoir quel est le sens de cette loi. Est-ce que c'est vraiment la profération de discours faux, ou est-ce que c'est l'existence d'une forme détournée d'incitation à la haine antisémite, en fait, qui est en jeu? Donc, il y a des catégories comme celle-là qui font l'objet de débats passionnants et virulents et tout à fait légitimes. Un autre exemple, c'est l'une des limites nouvelles, disons, à la liberté d'expression, qui est vraiment apparue après la Seconde Guerre mondiale et surtout dans les années 60, notamment avec les grands pactes internationaux liés au droit international des droits de l'homme, c'est la limite des discours de haine ou des discours racistes d'abord, puis qui ont été étendus dans de nombreux pays aux discours homophobes, sexistes ou visant le handicap. Même ces discours-là ne sont pas, même ce type d'actes de communication-là ne sont pas pénalisés partout. Le premier amendement de la Constitution américaine protège les discours racistes, en jugeant que là encore, on est trop près d'une évaluation de l'acceptabilité du contenu de l'opinion, et que donc l'État n'a pas à s'ériger en juge de ce qui est dissible ou non. Idem pour les discours négationnistes, d'ailleurs. Tout à fait. Tout à fait. Donc ce cadre, une fois posé, effectivement, comme je disais en introduction, il y a en tout cas des critiques qui se sont élevées, puisque plutôt minoritaires, donc des voix qui se font entendre dans le débat public pour dire qu'il faudrait finalement, d'une certaine manière, sans que ce soit très bien précisé, revenir sur une liberté d'expression qui permet finalement le droit de blasphémer, qui permet le droit d'offenser, si bien que on peut se poser la question aujourd'hui, vous avez largement travaillé dessus, c'est pour ça que je vous questionne dessus, c'est est-ce que certains se demandent si on a encore le droit d'offenser actuellement? Évidemment que oui, mais la question se pose, puisque certains font un parallèle justement avec ce que vous venez de dire, en disant que moi, croyant, je peux recevoir un discours ou des caricatures de telle ou telle religion comme étant un dommage que je subis, comme étant finalement une incitation à la haine que moi, en tant qu'individu, en tant que croyant, je subis. Donc, je voudrais aussi que ce discours-là soit sanctionné, en tout cas, comme vous dites, que ces actes de communication le soient. Et du coup, cette montée, est-ce que pour vous, finalement, interdire ou en tout cas limiter cette possibilité on va dire de blasphémer, est-ce que ça pourrait ça rentrerait dans une limite actuellement acceptable de la liberté d'expression, ou en tout cas comment vous voyez l'émergence de ce discours qui viserait à soit le faire rentrer dans une catégorie actuelle, c'est-à-dire l'incitation à la haine, une catégorie actuelle de limite de la liberté d'expression, ou sinon rajouter une nouvelle qui serait finalement celle qu'on connaissait peut-être avant 1789, c'est-à-dire l'interdiction du blasphème. Alors, je pense que le point de départ pour vous répondre, c'est de souligner que la liberté d'expression, et ça c'est vrai partout, ne protège pas seulement les discours qui sont inoffensifs ou indolores. C'est-à-dire que on n'a pas de justification plausible ou sérieuse de la liberté d'expression qui puisse la limiter à ce qui ne fâche personne, à ce qui ne choque pas ou à ce qui ne heurte pas. Tout simplement parce que toute opinion est susceptible du fait des nombreux désaccords qui existent en matière morale, politique, esthétique, sociale, économique, religieuse, métaphysique. Toute opinion est susceptible de choquer, de heurter, de blesser. C'est vrai des opinions qui sont délibérément provocatrices, choquantes, vulgaires, virulentes, mais c'est vrai aussi de formes d'expression qui sont beaucoup plus policées et formelles sur
du point de vue de leur apparence et qui peuvent peut-être vouer votre âme à l'enfer ou que sais-je. Donc, le critère de la protection et le critère de la répression, la frontière entre les deux, ne peut pas être celui de la différence entre une expression qui serait sans danger pour tout le monde parce qu'elle ne nous affecterait pas négativement, et de l'autre côté d'une expression qui, elle, serait susceptible de nous affecter et donc pourrait devenir dommageable ou préjudicielle en ce sens très large, très général. Tout simplement parce qu'en fait, communiquer des opinions ou communiquer des informations, c'est toujours chercher à agir d'une manière ou d'une autre sur autrui. C'est essayer d'affecter autrui. C'est convaincre, c'est persuader, c'est séduire, c'est scandaliser, c'est provoquer, c'est mobiliser, c'est tromper, c'est détromper. Et donc, toute forme de communication est susceptible d'avoir des effets sur autrui qui peuvent lui paraître déplaisantes ou que d'autres peuvent désapprouver, même si celui qui les reçoit ne les juge pas déplaisantes, et qui sont en plus très difficiles à anticiper. Donc, on peut tout à fait reconnaître le caractère parfois très violent, blessant, perturbant de l'offense ressentie par un tel ou une telle, par différents types d'acteurs, sans que ça conduise aussitôt à dire « Ah bah, faudrait peut-être interdire ». Il faut quelque chose de plus sérieux comme justification que le simple déplaisir ou l'offense ressentie, de manière générale, pour pouvoir justifier l'interdiction. Alors il y a le cas particulier, bien sûr, qui est celui du blasphème, qui existe encore dans certaines démocraties sous une forme plus ou moins modifiée et plus ou moins active, qui a été aboli en France à 2 reprises, en fait, au moment de la Révolution française, au moins à 2 reprises, en fait, un peu plus, mais pour simplifier, puis à nouveau par l'article 10 de la déclaration, nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, et ensuite par la loi de 1881 sur la presse. Mais de manière générale, le délit de blasphème, en tant que tel, sous sa forme traditionnelle, tend à disparaître dans la plupart des démocraties libérales constitutionnelles. Pour une raison qui se comprend très bien, qui est que le blasphème, c'est quoi? C'est l'offense au sacré, c'est l'offense au dogme, c'est l'offense à Dieu. Et donc c'est une notion qui n'a de sens que du point de vue du croyant ou du représentant d'une religion ou du théologien. Pour le droit d'un pays laïque ou d'un pays dans lequel il y a une séparation de l'Église et de l'État, d'un pays sécularisé, le blasphème, ça n'existe pas. Ça peut exister du point de vue de tel ou tel groupe social ou telle ou telle institution religieuse, mais le droit n'a pas à décréter ce qui est ou pas insultant pour une divinité qu'il ne reconnaît pas. Donc la singularité même du blasphème au sein des multiples discours susceptibles d'offenser, on peut penser aux discours qui offensent pour des raisons d'obscénité, pour des raisons de bonne morale, pour des raisons esthétiques parfois. La singularité du blasphème, elle est réelle, évidemment, pour le croyant et pour le théologien, mais elle ne peut pas être réelle de la même manière pour le droit d'un pays laïque. Alors, ce qu'on a observé de manière très nette depuis un demi-siècle à peu près, c'est un mouvement général de réinterprétation du blasphème. En gros, présenté non plus comme une offense au sacré ou au dogme, mais comme une offense à la conscience du croyant, à la sensibilité religieuse, venant heurter la sensibilité religieuse du croyant, les sentiments religieux du croyant. Et cette réinterprétation, elle vise à présenter des propos qui peuvent être jugés par de tel ou tel point de vue blasphématoire comme étant une atteinte à la liberté de conscience. Et donc dans un univers où les droits fondamentaux ont pris une telle place dans notre raisonnement politique et juridique, il s'agit d'opposer à la liberté d'expression non plus le dogme religieux, mais la liberté de conscience. Le problème, c'est que la liberté de conscience, évidemment, n'a jamais désigné un droit à ne pas être contrarié ou à ne pas être choqué ou à ne pas être blessé dans ses croyances. Parce qu'un tel droit ne peut pas être octroyé sans réduire à rien la liberté d'expression. Donc c'est un mouvement qu'on a vu, qui a été étudié de différentes manières par les historiens, par l'anthropologue Jeanne Favresse-Haada. C'est un mouvement dont on a eu l'une des premières manifestations en France au moment de l'interdiction, qui a ensuite été annulée, de l'adaptation de la religieuse de Diderot par Jacques Rivette, à l'initiative de mobilisation d'associations catholiques invoquant leur sensibilité blessée. Ça a été utilisé au début des années 80, c'était utilisé par différents acteurs, notamment Monseigneur Lustiger, pour demander à ce que Pierre Desproges ou Guy Bedos aient une moins grande place à la télévision parce qu'on leur reprochait de se moquer de la religion. Et ça a été utilisé, pas seulement en France, au niveau international, de manière très très saillante, à la fin des années 80, autour des manifestations en partie meurtrières, enfin des réactions en partie meurtrières suite à la sortie de La dernière tentation du Christ de Martin Scorsese et des versets sataniques de Salman Rushdie.
Mais c'est devenu un vocabulaire. La réaction du pape après l'attentat contre Charlie Hebdo a été notamment, entre autres choses, de dire que la liberté d'expression ne pouvait pas consister en un droit d'offenser les croyants dans leur sensibilité. Bon, il me semble que outre qu'elle est historique, enfin, elle est nouvelle, c'est une réécriture du point de vue historique. En droit français, elle n'a absolument pas été adoptée, c'est-à-dire que l'état actuel du droit, le droit français ne reconnaît aucunement ce raisonnement. Mais il me semble qu'au-delà de l'état du droit, du point de vue de la question de principe, c'est une extension de la liberté de conscience qui est indéfendable. Tout simplement parce que de deux choses l'une. Soit vous limitez ce type d'interdiction à l'offense au sentiment religieux, et dans ce cas-là, l'État se met à privilégier le sentiment religieux sur les autres, c'est-à-dire qu'il n'est plus neutre par rapport à la pluralité des croyances dans la société. Soit vous dites non, très bien, je ne veux pas juste protéger telle ou telle religion, ou les religions en général, nous allons interdire ou réprimer toute forme d'offense. Mais là encore, il suffit d'imaginer le caractère extrêmement virulent des débats que nous avons, je ne sais pas, sur le passé colonial de la France, sur la guerre d'Algérie, d'imaginer la violence des débats et la vivacité des blessures ressenties dans les débats autour de Charlie Hebdo, entre ceux qui s'accusent de ne pas être Charlie, ceux qui réclament le droit d'être Charlie, et ceux qui leur répondent aux uns ou aux autres qu'ils sont en fait les complices objectifs du terrorisme. C'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de controverses importantes, politiques, morales, en plus des controverses religieuses, qui mettent en jeu, d'une façon parfois extrêmement brutale, nos sensibilités. Et donc, si on veut vraiment généraliser l'idée selon laquelle les discours qui sont offensants ne doivent pas être tolérés, on réduit la liberté d'expression à peau de chagrin. Ou, parce que c'est souvent ça qui est observable en pratique, on affirme en principe que tous les discours offensants sont en dehors du périmètre de la liberté d'expression, et puis en pratique, ce sont surtout ceux qui gênent la majorité du moment, ou parfois de minorités très actives sur le plan judiciaire, sur le plan des démarches en justice, qui se trouvent être sélectivement mises en cause. Mais là se pose aussi une question, c'est celle du contexte. Quand justement des caricatures de Mahomet sont repris donc dans Charlie Hebdo en 2007, et avec toutes les réactions qu'il y a pu avoir, Charlie Hebdo se fait attaquer justement en justice, obtient gain de cause, et le jugement du tribunal de Paris dit bien, de la chambre de presse dit bien, effectivement, c'est dans un contexte d'un journal satirique, etc. Et on a l'impression aussi que ce débat, effectivement, comme vous le disiez, n'est pas d'aujourd'hui, mais ressurgit avec une sorte finalement de mondialisation de l'information, puisque ces caricatures-là sont ensuite vues dans d'autres pays, et ça flambe. Et du coup, se pose la question de, alors là, je spécie sur les caricatures, mais de la manière dont on reçoit des caricatures, et donc de comment on appréhende ce contexte-là. Or, et c'est bien, on verra peut-être aussi par la suite, c'est bien la problématique aussi des réseaux sociaux, c'est qu'il y a beaucoup d'informations qui sont décontextualisées, et finalement, si effectivement on peut pas, comme vous l'avez très bien présenté, interdire le droit d'offenser, en revanche, comment peut-on faire pour que donc, si on n'interdit pas l'émetteur, mais comment on peut faire du côté du récepteur, des récepteurs, en France ou à l'étranger, dans des démocraties occidentales, parlementaires, etc., comme dans d'autres pays, pour que ce soit reçu comme vous l'avez exposé, c'est-à-dire comme une des expressions, en tout cas, du débat public. C'est de loin l'un des problèmes les plus urgents auxquels nous devons faire face aujourd'hui. C'est-à-dire que l'une des grandes spécificités de l'expression, et ce qui donne sans doute sa singularité à la liberté d'expression, c'est que pour la qualifier, pour juger du type d'acte d'expression auquel on a affaire, il faut interpréter une signification. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de décrire, de vérifier que certains critères de description sont réunis. Il faut se demander... Il ne suffit pas de lire une phrase, parce qu'une phrase dans un contexte peut être traiter quelqu'un de salaud dans un contexte et dire à l'un de ses amis « Ah, mon beau salaud », ça n'a pas le même sens. La même proposition, la même suite de mots, la même image, parfois la même injure, même des injures, je sais pas, des injures homophobes ou racistes peuvent parfois être réappropriées dans des contextes d'intimité entre des personnes qui savent que c'est pas le sens qui est là et c'est retourné, c'est un stigmate qui est pris et puis qui est retourné pour en faire autre chose. Donc,
toute tentative d'interprétation littérale échoue en fait. Le contenu d'un dessin, le contenu d'une phrase ne suffit pas à dire à quel acte d'expression on a affaire. Donc il faut toujours se poser la question du contexte. Dans le jugement auquel vous faisiez affaire, dans le procès de Charlie Hebdo, ce qu'a fait la 17e chambre du TGI de Paris, c'est qu'elle a resitué en fait dans différentes strates de contexte. Il y avait 3 dessins qui étaient incriminés par les associations requérantes. Ils se sont demandé, bon, le juge a décrit ces dessins, puis il les a replacés dans le contexte d'une mise en page sur une double page avec un titre, d'autres textes à coller qui explicitaient l'intention du journal dans le fait de publier ces dessins. Puis ils ont resitué donc ils ont identifié trois dessins, et notamment l'un des dessins, celui dont on a beaucoup parlé, représentant un homme barbu avec un turban, en fait en forme de bombe, et puis la profession de foi de l'islam dessus. Le juge a dit, voilà, ce dessin pourrait être pris comme assimilant l'ensemble des musulmans à des terroristes. Et donc comme relevant non pas de la critique de la religion ou d'un certain point de vue sur la religion, mais comme relevant d'une forme de discours de haine. On pourra revenir tout à l'heure sur la différence, parce que je me pense que je n'ai pas répondu à votre question tout à l'heure. Bon, mais la question c'est, est-ce que ce dessin-là signifie ceci dans ce contexte? Et dans une double page qui était très clairement orientée vers la critique de l'intégrisme islamiste, et dans un contexte de défense de la liberté d'expression suite à la mise en cause d'un journal danois qui avait d'abord publié ces 12 dessins, donc on a un premier cercle contextuel qui permet d'interpréter le sens de ce dont il est question. Puis il y a un deuxième cercle qui est le type de publication auquel on a affaire. C'est-à-dire que un dessin violent ou obscène n'a pas le même sens selon qu'il est publié dans un journal satirique qui pratique la caricature obscène comme sa marque de fabrique, dont les lecteurs savent exactement ce à quoi ils vont avoir affaire lorsqu'ils l'ouvrent, et si c'est diffusé dans des chaînes de télévision de grande audience, ou encore, comme on l'a vu ces derniers mois suite à l'assassinat de Samuel Paty, placardé sur des panneaux publics par une municipalité, par exemple. C'est-à-dire que l'image peut être la même, mais le discours tenu, l'intention, les enjeux et les effets possibles ne sont plus les mêmes. Et puis il y avait un troisième cercle contextuel dans le jugement de 2007, c'était celui des controverses internationales en Europe et au-delà sur les limites de la liberté d'expression, notamment face aux sentiments religieux. Et donc le juge a aussi jugé que là il y avait la lecture de ces 3 cercles contextuels permettait de voir qu'il y avait une tentative de contribuer par les moyens propres à un journal satirique, sans volonté de stigmatiser l'ensemble de la population musulmane, à un débat politique et à un débat d'idées sur la liberté d'expression, et non pas une tentative d'assimilation des musulmans à des terroristes. Mais ce que suggère ce jugement, c'est que vous prenez le même dessin et vous le mettez dans le tract d'un parti politique qui explique tous les maux d'un pays par la présence d'immigrés musulmans, le même dessin peut avoir un sens complètement différent. Mais ce qui est jugé, c'est pas le dessin, c'est l'acte de diffusion, c'est l'acte de communication qui consiste à le diffuser. Et donc en fait, sans le contexte, on ne peut pas, sauf des cas vraiment explicites, très 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 explicites et très rares en fait, où on n'a pas besoin d'aller loin pour être sûr de ce que signifie le discours, le message ou l'image. Sans le contexte, on ne peut pas savoir de quoi on parle. Et le problème, c'est que la mondialisation des flux de communication favorise la circulation extrêmement rapide et extrêmement massive de discours, d'images, d'extraits de vidéos sortis de leur contexte. Si on remonte à l'origine de l'affaire des caricatures, donc on a d'abord eu la publication par un journal danois qui, après différents événements, à la suite de la campagne djihadiste mondiale, notamment initiée par la fatwa contre Salman Rushdie, à la suite de l'assassinat de Theo Van Gogh, le journal s'inquiétait ou répondait à quelqu'un qui s'inquiétait de la possibilité encore aujourd'hui de résister à une forme d'autocensure. Il s'inquiétait de la peur des dessinateurs qui pourraient avoir peur qu'on leur reproche ou qu'on s'en prenne à eux parce qu'ils représentent d'une manière ou d'une autre Mahomet. Et donc la proposition du journal était... disait-il, pour défendre la liberté d'expression contre les effets d'autocensure, d'inviter des dessinateurs à représenter Mahomet comme ils le voulaient, avec une pluralité de perspectives, d'idées, etc. Bon. Il s'est passé de nombreux mois avant que cette publication de ces dessins dans le journal danois suscite des réactions en Europe et dans le monde entier. Et l'une des choses qui s'est produite dans ces nombreux mois, c'est que ces images ont circulé, elles ont parfois circulé mélangées à d'autres images tirées de contextes complètement différents, infiniment plus violentes, beaucoup plus univoques dans leur violence et dans leur racisme. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais enfin, il y avait 3 principalement odieuses. Et elles ont été présentées comme inséparables. C'est-à-dire qu'il y a une part de... En fait, la facilité avec laquelle un contenu
d'expression peut être sorti de son contexte pour transformer ce qui était un acte d'expression particulier en un acte complètement différent, qui a complètement un autre sens, ça crée des malentendus sincères et meurtriers, et ça se prête aussi à des formes d'instrumentalisation cynique, clairement. Mais là-dessus, j'allais dire, qu'est-ce qu'on peut faire, docteur ? Le mal, il est très clairement identifiable, que vous l'avez fait. Qu'est-ce qu'on peut faire, puisque c'est un peu le propre, effectivement, des flux d'informations que d'être actuellement, surtout facilement manipulable, décontextualisé, et puis restitué et instrumentalisé par des forces politiques, religieuses, que sais-je. J'ai pas de solution. Travailler à l'éducation, l'éducation aux médias, l'éducation à comment recevoir ce message-là, ça peut se faire peut-être. Notamment. Mais alors, déjà, on peut commencer par ce qu'on ne devrait pas faire. Donc, le problème, c'est quoi ? C'est que la facilité des flux de communication, l'accélération et l'expansion des flux de communication facilite ce qu'on peut appeler l'effacement du contexte dans l'expression. Or, c'est le contexte qui donne son sens à l'expression. Il me semble qu'il y a au moins deux choses qu'on ne peut pas faire. La première, c'est d'avaliser cet effacement en faisant comme s'il était total et qu'il fallait agir en fonction. Et la deuxième, c'est d'essayer d'y contribuer activement. Donc la première, qu'est-ce que ça veut dire ? On a eu beaucoup de gens, et des gens très estimables et bien intentionnés, qui, après 2015 et surtout après le meurtre de Samuel Paty et puis les réactions à l'étranger au discours d'Emmanuel Macron, nous ne renoncerons pas aux caricatures, on a eu des voix qui ont appelé en fait à l'autocensure très explicitement, en disant c'est dramatique, mais même si l'intention n'est pas de tenir un discours raciste ou humiliant, on ne peut pas faire en sorte que ça ne soit pas pris comme ça dans d'autres lieux, et donc il faut s'abstenir d'une forme d'expression qui ici a un sens, mais qui ailleurs ne manquera pas d'être interprétée autrement. Le problème de cet appel à l'autocensure, c'est qu'il se présente comme raisonnable au début, au sens où il s'agit juste de se limiter à ce qui pourrait avoir des effets immédiatement dramatiques ailleurs. Mais en fait, il n'y a quasiment pas de prise de parole ou d'opinion qui ne se prête pas, soit sur la base du malentendu, soit sur la base des manipulations, à provoquer un émoi, une offense et des réactions très vives, des mécompréhensions très vives dans d'autres contextes. Donc si on se fixe comme critère de ce qui est dissible, de ne dire que ce qui ne peut offenser personne dans aucun contexte, là encore, la liberté d'expression est réduite à peau de chagrin, on ne peut quasiment plus rien dire. Donc on s'est interdit, cette autocensure amènerait à s'interdire de tout dire, de dire quoi que ce soit. Mais il y a une deuxième réaction qui peut paraître opposée, mais qui en fait va un peu dans le même sens, qui consiste à dire on n'a pas besoin de différence de contexte, dans tous les contextes, on va défendre notre point de vue et le caractère dissible de ce que nous estimons pouvoir dire. Et donc il y a eu cette réaction inverse, en un sens, sur le plan politique, même si philosophiquement, je pense qu'il y a une erreur qui est commune. Une réaction inverse sur le plan politique a consisté à dire tout le monde doit diffuser les caricatures de Charlie Hebdo, ça doit être sur les frontons des mairies, sur les frontons des hôtels de région, ça doit être sur les panneaux dans les rues, ça doit être dans tous les programmes scolaires. Bon. Mais ça revient soit à ignorer qu'en réalité, malgré cette porosité, cette fluidité croissante, il y a encore une grande diversité de contextes. Et ça revient à ignorer le fait qu'on a besoin d'une grande diversité de contextes. C'est-à-dire que le fait que la liberté d'expression protège aussi les propos offensants, c'est lié avant tout au fait qu'on ne peut pas faire autrement si on ne veut privilégier aucune opinion par rapport à une autre. Si l'État ne doit pas interférer dans la communication publique en faveur d'un dogme politique, moral ou religieux, alors il ne peut pas interdire les propos offensants. Parce qu'ensuite, soit il interdit tout, soit il interdit de manière partielle. Mais ça ne veut pas dire que l'espace public devrait être partout et constamment offensant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas organiser l'espace public pour qu'une partie de la population se trouve en permanence en but à des représentations de ce qu'elle voudrait ne pas voir. C'est pour ça qu'il y a une différence énorme, encore une fois, entre ce qui paraît dans un journal satirique dont on sait le type de choses qu'il y a dedans quand on l'achète, et le fait de se promener dans la rue, puis d'être confronté à un panneau publicitaire qu'on ne peut pas anticiper ou éviter. Et surtout, l'erreur de ceux qui ont dit il faut mettre les caricatures partout pour défendre la liberté d'expression, c'est de ne pas voir que lorsque sur un fronton de mairie, des panneaux publicitaires possédés par la mairie ou gérés par la mairie, un hôtel de région, dans les programmes scolaires, on met ces caricatures, ça n'est plus de l'exercice par un individu de la liberté d'expression qu'il s'agit, c'est de la parole de l'État. C'est-à-dire que c'est l'État qui s'exprime, c'est les autorités publiques qui s'expriment. Et le sens, là encore, c'est le même contenu, mais c'est pas le même acte d'expression, ça n'a pas le même sens. C'est évident d'ailleurs que ce qui paraît dans Charlie Hebdo, journal qui se dit irrévérencieux vis-à-vis de toutes les formes d'autorité, ne peut pas avoir le même sens quand c'est repris par l'autorité étatique.
C'est ce qui fait d'ailleurs que Charlie Hebdo, les journalistes de Charlie Hebdo sont pas incohérents lorsque, après que Robert Ménard à Béziers ait fait mettre la une de Cabu partout sur les panonceaux, ils n'ont pas été incohérents en lui répondant, donc, par rapport à cette une qui montrait Mahomet débordé par les intégristes disant « c'est dur d'être aimé par les cons », qui lui ont répondu « c'est dur d'être aimé par Robert Ménard et par l'extrême droite ». C'est pas une forme d'incohérence. C'est implicitement la reconnaissance du fait que ce qui fait le sens de l'expression, c'est pas juste l'image, le contenu ou le texte. Donc, à mon avis, il y a deux choses qu'il ne faut pas faire. La première, c'est de s'interdire de tout dire par rapport... C'est s'interdire de dire ce qui pourrait être offensant dans un quelconque contexte. Et la deuxième, c'est de faire fi de la diversité des contextes, de ne pas laisser la possibilité à chacun en un sens, de se réfugier dans des zones de la société, dans des parties de la société où il sait qu'il ne sera pas exposé de force à ce à quoi il ne veut pas être exposé. Donc, à ne pas confondre la pluralité des espaces privés ou semi-privés et puis l'espace public commun à tous sous l'autorité de l'État. Bon, il reste la question positive de qu'est-ce qu'il faut faire. Mais là, il me semble que la réponse la moins satisfaisante peut-être et la plus évidente, mais c'est la seule, c'est celle que vous avez donnée, c'est celle de l'éducation. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à... Et c'est ce qu'on fait dans les écoles en partie. Il faut apprendre l'équivocité des images, il faut apprendre l'importance du contexte pour la compréhension d'un texte. Il faut apprendre aussi, la différence entre un jugement politique, un jugement esthétique et un jugement juridique qu'on peut porter sur un texte. Ce qui rend l'enseignement de la liberté d'expression extrêmement difficile, ce qui rend la tâche des gens qui sont chargés, l'enseignement civique et moral notamment, extrêmement difficile, c'est que il faut rendre tous les élèves capables de comprendre pourquoi la liberté d'expression protège des formes de discours que eux désapprouvent. Ça ne veut pas dire leur présenter comme admirables des formes de discours qu'ils désapprouvent. Ça veut dire leur permettre de comprendre ce qui fait la différence entre des discours qui sont punis par la loi et des discours qui ne le sont pas, même si du point de vue de certains, notamment de certains des élèves à qui on fait cours, ces discours ou ces images peuvent être révoltants, gênants, perturbants. Alors ça demande beaucoup de choses, ça demande notamment énormément de tact. Et là encore, je pense que ceux qui disent qu'on ne peut jamais recourir à des caricatures violentes ou obscènes comme celle que publie Charlie Hebdo, et ceux qui disent qu'il faut absolument les mettre au programme, et comme si ça devait être un nouveau catéchisme républicain, font un peu la même erreur. Faut laisser les enseignants choisir leur support de cours parce que c'est eux qui connaissent leurs élèves, c'est eux qui peuvent évaluer ce qui fera preuve de tact ou pas, ce qui sera pédagogiquement efficace ou pas, ce qui amènera les élèves à se remettre en question sans les heurter de manière excessive et gratuite. Mais dans tous les cas, ce type de document n'a pas vocation à être exhibé comme un modèle qu'il faudrait célébrer héroïquement ou imposer par la force dogmatiquement aux élèves. C'est des documents dont le contenu de l'enseignement n'est pas la célébration de certaines formes d'expression particulières. C'est la compréhension de ce que c'est que l'expression, de la difficulté à l'interpréter et du coup du type de réponse juridique, de catégorie juridique et politique aussi, et morale, qu'on a pour donner un sens à tout ça et pour faire des différences. Pour faire des différences, par exemple, entre l'offense et puis le discours de haine, parce que ce n'est pas la même chose. Pour terminer sur cette question, si on veut remonter à un cran supérieur, pourquoi justement il y a cette double erreur selon vous, c'est-à-dire à la fois vouloir dans un sens protéger face à des discours offensants et de l'autre imposer, comme vous le dites, comme un nouveau catéchisme républicain. Pourquoi cette double, effectivement, qu'on réentend à chaque fois qu'il y a cette problématique, là dernièrement cet automne? Il y a sans doute des causes multiples, mais enfin, il y en a une qui me paraît fondamentale, qui est que la liberté d'expression, et ça souvent on ne le mesure pas, parce que ça fait partie de ces libertés qui sont célébrées dans le discours politique et social, tout le monde est pour, personne n'est contre, même si en pratique tout est contesté dans la liberté, enfin tout est discuté et conflictuel dans la liberté d'expression. Il me semble qu'on mesure mal, vraiment comprendre le principe de la liberté d'expression, c'est comprendre qu'elle nous impose de vivre dans une société où prospèrent des idées, des croyances, des discours dont nous, individuellement, nous ne voulons pas. Puisque l'idée, encore une fois, c'est que c'est le principe qui refuse à l'État ou à des pouvoirs privés puissants le pouvoir de décider à la place de quiconque, à la place de tous les autres, ce qui est acceptable ou pas, choquant ou pas, bienvenu ou pas, intellectuellement dangereux ou pas.
Mais refuser à la puissance publique et au pouvoir privé influent le pouvoir de faire cela, c'est se condamner soi-même. Et donc, il faut accepter. Il y a un coût, il y a ce que le philosophe Thomas Scanlon appelle une épreuve, une difficulté de la tolérance, et en particulier de la liberté d'expression, qui est d'accepter de vivre dans une société où prolifèrent des choses que l'on n'approuve pas ou qui nous gênent. Ce qui ne veut pas dire tout accepter, encore une fois, puisqu'il y a des limites. Mais ça, c'est très difficile à faire. Et donc, dans les débats sur la liberté d'expression, comme toute polémique, toute controverse sur la liberté d'expression a trait à un type de discours particulier, donc là, on a une cristallisation massive depuis 15 ans sur les caricatures de Charlie Hebdo, au niveau français et au niveau mondial, mais il y a plein d'autres contenus. Et à chaque fois qu'il y a une controverse, c'est à propos d'un contenu particulier. Et les acteurs ont énormément de difficultés à faire la part de ce qui relève des questions de principe relatives à la liberté d'expression et de ce qui relève de leur propre appréciation de la qualité de telle ou telle forme d'expression. Donc typiquement, je pense qu'on fait une erreur, mais massive et délétère, lorsqu'on mêle aux discussions sur les limites de l'offense, à partir du cas de Charlie Hebdo, le jugement qu'on porte, positif ou pas, sur Charlie Hebdo. Parce qu'en fait, qu'on trouve leurs caricatures amusantes, irrévérencieuses, courageuses, rafraîchissantes, ou qu'on les trouve obscènes, vulgaires, méprisantes, nulles ou que sais-je, ça ne change rien à la question de savoir ce qui doit être protégé ou non. On ne peut pas défendre la liberté d'expression en la défendant pour les formes d'expression qu'on approuve ou qu'on juge suffisamment dignes. Voilà, on lit parfois des choses. Des intellectuels, des philosophes se demandent si tel ou tel texte ou tel type de caricature porte une valeur immanente de liberté, élève l'esprit humain. Alors bien sûr, on peut tous aspirer à ce que la liberté d'expression fasse d'abord prospérer des choses qui élèvent l'esprit humain. Mais ça ne peut pas être le critère pour décider ce qui est autorisé ou pas, parce que nous ne sommes pas d'accord sur ce qui élève l'esprit humain. Alors, on va passer à un autre point qui est évidemment connexe. On a commencé à en parler, c'est justement la mondialisation des flux d'informations, notamment à travers le numérique. Avant, effectivement, de prendre aussi des questions des personnes qui nous suivent. On a quand même l'impression, avec notamment les plateformes type réseaux sociaux, que la liberté d'expression a plutôt été renforcée par un immense forum, mais en même temps apparaît à travers justement ces plateformes-là des formes de monopole qui ont le pouvoir de réguler des expressions. D'où ma question, est-ce que la liberté d'expression est plutôt actuellement aujourd'hui renforcée ou au contraire fragilisée par l'expression justement au sein surtout là de ces plateformes numériques type je pense notamment aux plateformes d'expression politique comme Twitter. Et je prends cet exemple-là, peut-être qu'on peut partir de cet exemple-là, comme je le disais en introduction, un président de la République enfin la République des États-Unis comme Donald Trump qui se fait censurer son compte. Alors peut-être que le terme est mal choisi, mais en tout cas qui se fait interdire son compte après de multiples dérapages, de multiples diffusions de fausses informations. Est-ce que effectivement c'est une atteinte à la liberté d'expression ? On a vu notamment en France des réactions de politiques et des politiques qui n'étaient pas franchement de leur camp, qui pouvaient dire, comme disait l'autre, je suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire. Je pense notamment à l'insoumis député apparenté insoumis François Ruffin, qui a dit on peut pas en gros laisser aux plateformes le soin de réguler la plateforme publique, supprimer un compte Twitter, supprimer un compte Facebook à un politique, c'est finalement de le rayer du forum actuel politique que sont les réseaux sociaux. Alors, vaste question. Bon, on peut partir de l'exemple que vous donnez de la fermeture par Twitter du compte de Donald Trump. Alors, on a entendu des choses sur le caractère incohérent ou hypocrite du point de vue juridique de cette situation. Je ne pense pas du tout que ça soit le cas. Je pense que du point de vue du droit états-unien, on peut approuver ou désapprouver évidemment cette configuration, ce système. Enfin, du point de vue du droit états-unien, les choses sont assez cohérentes. Le premier amendement de la Constitution américaine protège contre la censure étatique. C'est une protection contre la censure étatique, ce n'est pas une protection contre les acteurs privés ou les agents privés. Ce qui veut dire que la Cour suprême a pu juger que Donald Trump ne pouvait pas exclure de son compte Twitter des citoyens américains. Parce qu'en tant qu'il administre un compte Twitter,
et qu'il est le président de la République états-unienne, ou qu'il l'était, on a quelque chose qui s'apparente à une forme de censure étatique. On empêche l'accès par des citoyens à un espace de discussion organisé par l'État. À l'inverse, lorsque c'est Twitter qui ferme le compte de son usager @real Donald Trump, on n'a pas du tout le même problème. La question en fait du free speech au sens du premier amendement ne se pose pas. Alors évidemment, la question que ça pose, c'est de savoir si un système juridique qui pense la liberté d'expression seulement comme une protection contre l'État et pas comme une protection aussi contre des pouvoirs privés est suffisant. Alors, je ne rentre pas dans le détail du droit états-unien, parce que d'autres voient que le premier amendement qui amène à traiter autrement la question des pouvoirs privés, mais de façon générale, il me paraît, il est devenu impossible de considérer que l'État est la seule source potentielle de restriction abusive de la liberté d'expression. Je ne dis pas tout à fait censure, parce qu'il y a une spécificité de la censure étatique qui est appuyée sur la force publique, qui fait l'objet de contrôles particuliers aussi, qui fait que, d'une manière ou d'une autre, il faut qu'on invente des concepts et qu'on construise une terminologie, et je pense que ce n'est pas encore fait ni stabilisé, qui nous permettent de différencier différents types de menaces sur la liberté d'expression. C'est-à-dire que la menace que l'État fait peser, la menace que fait peser les grandes structures, les forums virtuels, les opérateurs de plateforme, la menace que fait peser, qui est un peu différente, les groupes financiers les plus puissants, ceux qui sont capables sur un marché médiatique d'inonder de messages qu'ils soutiennent pour noyer les voix adverses, par exemple. Et il y a encore autre chose, et les menaces que fait peser l'agrégation des comportements individuels, les phénomènes de meute ou de harcèlement en ligne. Tout ça, ce sont des choses qui peuvent restreindre la capacité à exercer sa liberté d'expression, mais ce sont des sources de menaces de nature vraiment différente. Et donc, parler de tout ça sous le terme censure, comme on le fait très souvent, est plutôt source d'obscurité, à mon avis, que de compréhension. Alors, on peut apprécier politiquement, c'est pas à moi de me prononcer sur ce point ici, la décision de Twitter. On peut juger qu'elle a été beaucoup trop tardive, que Twitter est co-responsable de ce qui s'est passé au Capitole le 6 janvier. On peut juger qu'elle n'aurait jamais dû avoir lieu. Ce qui me paraît très clair, c'est qu'elle révèle, et les réactions tout autour du monde à cette décision révèlent, le caractère excessivement discrétionnaire aujourd'hui du pouvoir des plateformes. C'est-à-dire qu'il y a un pouvoir d'autorégulation des plateformes qui est peu, ou en fait qui est peu encadré par le droit des États ou par le droit international. Et il y a une forme d'opacité sur les mécanismes exacts, les critères de décision, les motifs des décisions prises, qui fait qu'on a quelque chose comme une boîte noire qui constitue une forme de pouvoir potentiellement extrêmement abusif et aujourd'hui qui est clairement en manque de contrôle, de contrôle public suffisant. Alors, cela dit, le pouvoir considérable, enfin abasourdissant, qui est aujourd'hui celui de Twitter, de Google ou de Facebook, est lié à leur situation pas monopolistique, mais enfin quasi monopolistique. Mais indépendamment même de cette situation quasi monopolistique, il y a un phénomène de très grande ampleur de ces 2 dernières décennies, lié à la numérisation de l'espace public, qui fait que les cadres habituels qui permettent de penser l'encadrement de la liberté d'expression et la régulation sont complètement bouleversés, en fait. C'est-à-dire que, d'abord, on a une quantité de messages absolument sans précédent qui est diffusée à travers des médias, et cette quantité de messages, ces milliards de contenus postés chaque année, ce sont beaucoup plus que des milliards d'ailleurs, circulent à une vitesse absolument stupéfiante tout autour du monde. Et donc, le principal problème que pose, à mon avis, la révolution numérique du point de vue de la régulation classique, c'est-à-dire faire respecter les limites de la liberté d'expression, c'est pas celui, comme on l'entend sans arrêt dans la sphère politique, d'une loi de la jungle, comme s'il n'y avait pas de règles. Les règles qui s'appliquent hors d'Internet s'appliquent aussi à Internet. Le problème, c'est de savoir qui va les appliquer. C'est-à-dire qui a les capacités humaines, logistiques, de soumettre une telle quantité de contenu circulant à une telle vitesse à des opérations de vérification. Alors, les États ne se sont pas dotés des ressources humaines et techniques suffisantes pour l'instant, et parce qu'ils ne se sont pas dotés de ces ressources, ils délèguent très largement aux opérateurs de plateforme, qui sont des agents privés. Ces agents privés eux-mêmes ont des équipes humaines qui font cela, parfois un coût humain considérable, parce que quand vous avez 3 secondes quand vous soumettez toute la journée au spectacle d'images qui sont potentiellement des images obscènes ou racistes, et que vous avez 3 secondes ou 4 secondes pour cliquer, accepter, pas accepter pour chacune, il y a aussi c'est un travail extrêmement difficile, mais de toute façon, même ces équipes assez importantes ne suffisent pas. Donc il y a un recours massif et de plus en plus important à des solutions algorithmiques. Et là, il y a un défi qui est paralysant, qui est
Donc on a parlé tout à l'heure de la complexité du jugement d'interprétation en contexte au pluriel, qui permet de donner son sens à un acte d'expression et d'évaluer s'il relève d'une catégorie protégée ou d'une catégorie pas protégée. Mais comment maintenir les conditions d'un tel jugement en contexte, précautionneux, méthodique, dans le temps, si possible un peu à distance de l'événement de la publication? Comment maintenir cela à une telle échelle et avec une telle vitesse, et puis avec une exigence d'immédiateté dans le retrait des contenus problématiques? Il y a un deuxième changement structurel lié à la révolution numérique, c'est celui de l'accès immédiat à une pluralité considérable d'espaces de discussion depuis chez soi pour chacun. Donc il y a à la fois l'immédiateté et puis la portée. Vous allez sur Twitter, vous allez sur Facebook, et surtout sur Twitter, vous pouvez très vite vous retrouver à discuter dans des gens qui sont dans un autre pays à propos d'autres choses que vous ne rencontrerez jamais, et intervenir et laisser votre trace. Alors ça ouvre des possibilités extrêmement positives parce que ça facilite l'accès à la parole publique à des populations ou à des groupes qui étaient beaucoup moins visibles avant, et pas souvent pour des raisons qui sont arbitraires ou injustes. Mais en même temps, ça a d'autres effets qui sont étudiés, qui sont constatés. Il y a un effet qui est attesté de déresponsabilisation lié au fait que, en gros, le régime habituel du jugement privé chez soi, hors de l'espace public, où on est plus prompt à prendre parti de manière parfois virulente, violente, tranchée, etc., aggravé lorsqu'il y a en plus anonymat de la prise de parole, lorsqu'on peut s'exprimer sans que les autres sachent qui on est exactement. Tout ça entraîne des formes de déresponsabilisation par rapport à la prise de parole habituelle, disons. Pas que ça, mais ça a aussi cet effet. Puis un troisième et dernier changement qui est peut-être le plus important, qui est qu'en fait, on est passé d'un système dans lequel il y avait très peu de messages qui accédaient aux médias, et il y avait un groupe relativement identifié d'individus qui choisissaient quel message rentrait dans les médias, les journalistes, pour faire vite, à un système dans lequel c'est très facile de diffuser par des médias votre message, et par contre, ce qui est difficile, c'est d'accéder à une forme de haute visibilité au sein de l'espace médiatique. Et il n'y a plus une corporation bien délimitée qui décide ce qui passe de la faible visibilité à de la haute visibilité, c'est-à-dire que il y a l'agrégation d'une multitude de comportements individuels lorsque vous relayez sur votre compte une vidéo, lorsque vous likez, lorsque vous retweetez. Et puis surtout, il y a l'architecture de ces espaces. C'est-à-dire, il y a le fonctionnement, il y a les algorithmes, il y a l'architecture des plateformes, des réseaux sociaux qui contribuent très largement d'une façon qui n'est pas visible, qui est très dure à évaluer et qui souvent est complètement opaque, parce que les plateformes communiquent très peu sur ce qu'elles font, qui déterminent de la plus ou moins haute visibilité des contenus. Et donc ça veut dire que non seulement les acteurs comme les opérateurs de plateformes, Facebook, Twitter, Google, ont un pouvoir de régulation, d'application des limites de la liberté d'expression qu'ils se donnent, mais en plus, ils organisent l'architecture de ces nouveaux forums publics. Donc c'est un pouvoir considérable. Alors, on pourrait effectivement creuser un petit peu plus cette question, et on va le faire. Vu l'heure qui tourne, moi je vous propose qu'on prenne peut-être quelques questions aussi des personnes qui nous regardent, qui vous écoutent. Effectivement, nous allons maintenant passer au temps des questions. Alors, une première question d'une internaute. Quelles sont les grandes nuances et les grandes différences entre la France et les USA, différences juridiques, j'entends, par rapport à la liberté d'expression? Et cela explique-t-il les malentendus ou les critiques culturelles entre la culture française et la culture anglo-saxonne? Alors oui, c'est une question sur laquelle on était passé peut-être un peu trop vite, si je comprends bien. Alors je peux, là encore, à la fois par manque de temps et puis parce que je ne suis pas juriste, je suis philosophe, je vais pas prétendre faire un état du droit général. Je vais vous donner un exemple qui me paraît être le plus pertinent, et aussi celui qui fait l'objet des plus vives controverses à la fois théoriques et politiques aujourd'hui, c'est celui des discours de haine. Mais c'est pas une différence entre la France et les États-Unis, c'est une différence entre, on pourrait dire l'Europe et les États-Unis, même si la France a plutôt une position un peu avancée sur cette question de la pénalisation des discours de haine en Europe, et en fait entre la plupart des démocraties constitutionnelles libérales dans le monde, bien au-delà de l'Europe, et les États-Unis. C'est l'un des points sur lesquels il y a un exceptionnalisme de la liberté d'expression ou du free speech, de la libre parole à l'américaine. Alors, et très clairement, cette différence explique les formes d'incompréhension mutuelle et les accusations d'hypocrisie qui sont adressées des deux côtés de l'Atlantique à l'autre. Donc, ce qu'on appelle le discours de haine, c'est un terme
c'est un terme très mal construit. On pense souvent que le discours de haine, c'est le discours qui exprime de la haine, alors que c'est pas du tout ça. Vous avez le droit d'exprimer de la haine vis-à-vis de plein de choses dans l'espace public. Ou que c'est un discours qui, dans sa tonalité, est forcément haineuse, alors que c'est pas exactement ça. Ce qui fait le discours de haine, c'est pas l'injure. Voilà. Donc le terme lui-même, qui est un terme à la base de la doctrine juridique, donc des commentateurs, c'est pas un terme de droit à l'origine, est pas très bien construit. Mais en son cœur, même si la catégorie a été étendue, de quoi on parle? On parle des discours d'incitation à la haine raciste. Des discours d'incitation à l'hostilité, à la discrimination, à la violence, pour motifs racistes. C'est des dispositifs qui sont apparus, comme on l'a dit tout à l'heure, dans le droit international des droits de l'homme, à partir des années 60, qui ont été adoptés pour le racisme en France dans les années 70. Les dates varient d'une démocratie à l'autre. Et si je me limite au cas français, ce qui est pénalisé, en fait, c'est quelque chose de très précis. C'est pas l'expression d'opinion raciste. Donc, si vous allez à la télévision et que vous dites, je suis désolé, je dois faire mon mea culpa, je crois que je suis raciste, j'ai nourri tel préjugé, c'est pas dans ce cas-là que vous êtes susceptible de subir une sanction. Ce qui est puni, c'est l'injure à caractère raciste, la diffamation à caractère raciste et l'incitation à la haine raciste. Et raciste, comment est-ce que c'est traduit? Parce que raciste, il y a différentes appréciations, il y a des désaccords sur ce qui est raciste ou sur ce qui ne l'est pas. C'est assez simple, en droit français, donc c'est injure, diffamation, provocation à la haine, à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance à une ethnie, une race, une nation, une religion. Alors qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, un élément très important, c'est que en fait, ce qu'on décrit, c'est pas l'appartenance objective du point de vue de l'État. L'État français ne reconnaît pas de race. La race est reconnue comme catégorie pertinente dans d'autres États comme les États-Unis, mais c'est pas le cas en droit français. Ce qui compte, c'est que l'acte d'expression ou le discours qui est considéré vise des individus, des personnes, en les ramenant à un critère qui est l'un des critères privilégiés par le discours raciste, critère ethnique, racial, national ou religieux. Et les ayant saisis de cette manière-là, il les injurie, donc il les outrage, il les diffame, c'est-à-dire qu'il porte atteinte à leur honneur ou à leur réputation en leur attribuant des choses fausses, ou il invite à la violence, à l'hostilité, à la discrimination à leur égard. Donc, si on résume, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ce qu'on appelle discours de haine en droit français, c'est le fait de viser des individus particuliers par un critère essentialisant, c'est-à-dire en les ramenant seulement à un critère, en disant « Ah ben les juifs font ceci. Ah ben les musulmans sont comme ça. Ah ben les noirs, on sait bien que... » etc. Donc on les saisit par là et on ne les saisit que par là. C'est ça qui fait que c'est essentialisant. Et ensuite, sur cette base, on les injurie, on les diffame ou on incite à la haine, à la discrimination, à la violence à leur égard. Donc c'est pas simplement l'expression d'une opinion et c'est pas du tout le fait de discuter. On peut émettre des critiques vis-à-vis d'un pays. C'est autre chose que l'incitation à la haine à raison de l'appartenance à une nation. On peut critiquer une religion. C'est totalement autre chose que l'incitation à la haine envers des personnes en raison de leur appartenance supposée, par le discours raciste, à une religion. Et le juge différencie pas du tout ethnie, nation, religion, race. Le juge ne dit pas ah ben là c'est telle catégorie, parce que l'idée c'est tous ces critères sont des critères à travers lesquels le discours raciste s'exprime. Et vous voyez bien comment l'une des nombreuses condamnations subies par un polémiste récidiviste des chaînes d'information, qui a encore été puni hier, Éric Zemmour. La chaîne CNews, justement, voilà. C'est ça qui est intéressant. Je ne voulais pas la nommer. Donc, dans plusieurs ce qui a fait l'objet de... Alors, je vous donne justement la citation. Donc, en septembre 2021, Éric Zemmour avait déclaré « Ils n'ont rien ». Alors, à propos des mineurs isolés, des jeunes migrants isolés, donc qui sont pris en charge par au nom de la protection de l'enfance par les conseils départementaux, ils n'ont rien à faire ici, je cite, hein, « Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Il faut les renvoyer, il ne faut même pas qu'ils viennent. » Voilà, je cite Éric Zemmour, donc sur le plateau de CNews en septembre 2021. Oui, exactement. Donc, il avait ajouté tous. Donc là, c'est un cas d'école. Hein. C'est un discours qui prend toute une catégorie identifiée par le fait que ce sont des jeunes migrants, donc critère de la nationalité, et qui les ramène tous, donc c'est la dimension essentialisante, à des propos à caractère diffamatoire. Il y avait eu une condamnation précédente quand il avait déclaré que les immigrés d'origine musulmane islamisaient la rue en France, étaient responsables des viols jusqu'aux attentats terroristes.
Exactement. Pour préciser justement, je voulais quand même citer cette chaîne de CNews. C'est quand même assez rare effectivement pour des discours d'incitation à la haine que le média soit condamné. Et là, c'est vraiment pour l'instant pas encore Éric Zemmour. Lui, il a été condamné justement pour des propos de 2016 sur le plateau de France 5. Là, je regardais effectivement pour l'instant de mémoire, il n'a pas été encore condamné en tant qu'individu, ce qui n'est pas incompatible. Mais là, c'est vraiment la chaîne qui a été condamné comme étant justement vecteur de cette incitation à la haine. Et là, on a un exemple très clair. Là, c'est très facile à partir de ça de comprendre intuitivement ce que signifie la différence dont je parlais tout à l'heure entre offense et discours de haine. Là, ce dont on parle, ça n'a rien à voir avec une réflexion critique sur le contenu dogmatique de l'islam. On est dans un autre domaine. Il y a rien de commun entre ce type d'attaque qui vise des personnes en les saisissant par un critère de type raciste. Là, la dimension religieuse joue. Pour les injurier, les diffamer ou inciter à la haine, à la violence, à la discrimination à leur égard, donc qui s'en prend à ce qu'on peut appeler leur réputation sociale ou leur dignité, en un sens très concret de dignité. Ça n'a rien à voir avec des discours qui sont jugés anti-religieux au sens où ils disent les religions sont des escroqueries, n'écoutez pas ce que dit le pape, ou pour reprendre les mots de cette adolescente dont on a beaucoup parlé, Mila, votre religion c'est de la merde. Si dans un contexte où elle était prise à partie, notamment en raison de son homosexualité, et en invoquant des arguments religieux pour la condamner moralement. Et donc elle a réagi, votre religion c'est de la merde, puis elle a une série de propos plus violents ou plus obscènes derrière sur la religion et le dieu de la religion en question. Mais il n'y a rien dans ces propos qu'on peut là encore trouver compréhensible ou pas, approuvé ou pas. Enfin, tout ça n'a aucune pertinence en fait pour savoir quel est le statut de ce type de discours du point de vue de la liberté d'expression. C'est pas la question. Il est très clair que si on essaye de caractériser ce dont il est question, là on n'a pas une tentative pour ramener un ensemble d'individus à partir d'un critère essentialisant au statut de cible de diffamation ou de haine, de discrimination ou de violence. Peut-être une question suivante. Exactement, une autre question de Cassius. La liberté artistique, au nom de la liberté d'expression, permet-elle de prendre en photo une personne en public et de diffuser son image? Ah voilà, une question intéressante, question très concrète. Sur d'actualité surtout. Et sur la limite aussi, une des limites de la liberté d'expression, qui est le droit à la vie privée. Alors, il y a beaucoup de encore une fois, je ne suis pas juriste et surtout, il y a plein de cas différents. On peut pas répondre d'un bloc à cette question. Si vous mettez en danger la vie d'autrui en révélant des choses à son égard, si vous mettez sur la place publique des choses qui relèvent de sa vie privée, vous n'êtes pas protégé par la liberté d'expression, ou vous êtes peu protégé par la liberté d'expression. Mais là, j'imagine que c'est ça qu'a en tête la personne qui est intervenue. C'était hier, je crois, que le Sénat a voté une nouvelle formulation de l'article 24 de la loi sur la sécurité globale. Nouvelle formulation adoptée donc par le Sénat qui crée un délit. J'ai pas le texte, mais je crois que c'est de provocation à l'identification. Donc c'est le projet depuis le début est de rendre punissable la diffusion d'images rendre punissable la diffusion d'images dans le but manifeste de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique de membres des forces de l'ordre, de représentants de l'autorité publique. Il y a eu de très très fortes critiques vis-à-vis de cette première formulation adoptée par l'Assemblée nationale en novembre, je crois. Ça a été reformulé hier et je pense que le problème est absolument pas réglé. C'est-à-dire que on voit très bien la nécessité de protéger bien sûr les forces de l'ordre contre les formes de menaces qui sont facilitées par la diffusion d'informations en ligne. Et on voit très bien la nécessité de punir toute forme de provocation à commettre des délits ou des crimes à leur égard. La question c'est est-ce que ça doit s'étendre à pénaliser la diffusion d'informations ou d'images les concernant. Si on va jusque-là, on pourra empêcher les journalistes ou les citoyens de filmer les actions des forces de l'ordre dans les manifestations. On pourra refuser que soient utilisés les tournages de caméras de surveillance qui saisissent une agression par des membres des forces de police, comme ça a été le cas il y a quelques mois dans le cas de l'affaire Michel Zecler. Et donc la crainte très forte des juristes, des associations,
les associations spécialisées dans la liberté d'expression, de Reporters sans frontières et de nombreux acteurs de la société civile, c'est qu'une formulation aussi lâche, aussi vague, permette en gros aux représentants des forces de l'ordre qui veulent se protéger contre la perception de leurs propres agissements, de saisir des caméras, des téléphones avec lesquels on les filme, voire d'interpeller carrément les personnes, leurs propriétaires, parce que pour vérifier s'il y a ou pas un but manifeste de porter atteinte. Et donc la formulation adoptée hier, alors là encore je ne suis pas juriste, mais je pense qu'on n'a pas besoin d'être juriste pour voir que l'idée de provocation à l'identification est une idée pas très claire, qui vise à trouver un moyen milieu complètement flou entre la provocation à des actes portant atteinte à et la diffusion d'informations pouvant permettre l'identification. Une dernière question maintenant. Une toute dernière question. Cette confrontation entre les différents points de vue sur la liberté d'expression amène-t-elle une prise de conscience sur les rapports interculturels ? Vous pouvez répéter ? Cette confrontation qui est maintenant permanente en fait de points de vue internationaux sur différentes questions de la liberté d'expression a-t-elle amené une prise de conscience sur les rapports interculturels dans le monde ? Ah oui, sans aucun doute. Mais pas seulement sur la liberté d'expression. C'est un autre effet de ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire de la porosité des contextes et de la globalisation ou de la transnationalisation croissante des échanges. Les cadres culturels, juridiques, politiques restent très différents en réalité d'un État à l'autre, et dans certains États d'une région à l'autre. Et il y a quelque chose de très perturbant et même d'ébranlant dans la découverte de ce qui nous apparaît comme des principes parmi les plus fondamentaux, les plus importants, les plus précieux, fassent l'objet de compréhensions aussi différentes des nôtres. Et paradoxalement, ça révèle aussi l'ampleur de désaccords dans le même contexte culturel. Enfin, en France, on est confronté à quelque chose qui commence à ressembler à une guerre culturelle, au sens où ça peut exister depuis longtemps aux États-Unis, par exemple, autour des enjeux de liberté d'expression. C'est sans doute en partie une très bonne chose. Je veux dire, prendre conscience. On est parti au tout début de la pluralité des compréhensions de ce qu'est la liberté d'expression, de la pluralité des cadres juridiques, de la pluralité des idées liées à la liberté d'expression. C'est très important, je pense, pour n'être ni dogmatique dans la célébration d'une valeur supposément spécifiquement française et républicaine, ni relativiste ou cynique, donc, sans tomber dans l'idée que la liberté d'expression c'est juste un prétexte pour mener des politiques qui seraient agressives, impérialistes, discriminatoires. Donc, si on évitait à la fois l'écueil du dogmatisme et celui du relativisme complet, c'est très important d'être capable de réinterpréter le sens que nous donnons aux principes juridiques, politiques et aux libertés fondamentales à la lumière des autres compréhensions qui existent, notamment à l'étranger. Alors, je reprends la main parce que j'ai plein d'autres questions et on a encore du temps, donc c'est super. Il y a une tendance aussi et qui peut effectivement être une menace aussi pour la liberté d'expression. Vous l'avez très très brièvement évoqué, c'est le fait sur les réseaux sociaux essentiellement de chasser en meute le harcèlement en ligne qui a aussi et qui peut avoir un sens politique qu'on a nommé alors et souvent parfois mal nommé la cancel culture. Qui est, si je le traduis, la culture de l'annulation, puisque c'est un terme qui nous vient plutôt des États-Unis, qui passe généralement par une sorte de lynchage médiatique visant justement à exclure une personne de la sphère publique. Numérique généralement, et ça effectivement ça permet de couper le micro d'une personne qui alors souvent pour des problématiques, on l'a vu par exemple dans MeToo, pour des problématiques ou MeToo inceste, de condamnation ou en tout cas de faits révélés par les victimes concernant des agressions sexuelles.
Alors, quel problème effectivement, ça pose sur la liberté d'expression, quelle menace, et est-ce que effectivement, c'est quelque chose qui peut être de nature à être encadré, et de quelle manière? Alors, je me méfie beaucoup du terme de cancel culture pour deux raisons principales. La première, c'est que il sert à amalgamer des choses extrêmement hétérogènes et des problèmes, dont certains sont des problèmes importants, hein, mais qui sont de nature très différente. C'est-à-dire que souvent, on brasse des choses qui vont du licenciement ou de la mise au placard d'employés par des entreprises pour des propos qu'ils ont tenus qui ne sont ni illégaux ni contraires aux fonctions de l'entreprise, ni qui apparaissent essentiellement liés soit aux croyances idéologiques de ses propriétaires, soit généralement à la perception de ce que doivent être les croyances et les attentes du public de ces entreprises, jusqu'à des simples phénomènes de critique publique. L'un des effets de cette révolution numérique et puis d'autres révolutions sociales aussi profondes, c'est une libération de la parole et de la critique tous azimuts. Et lorsque vous prenez la parole et que, en réponse, une multitude de gens, sans chasser en meute, vous répondent en vous disant que vous avez tort, ou que ce que vous dites n'est pas acceptable moralement, ou ce que vous dites est faux, on a très vite l'impression que la critique qu'on subit devient une forme de censure douce. Et donc, on a de multiples exemples d'individus ordinaires ou souvent de commentateurs qui ont l'habitude de pouvoir parler sans trop de contradictions, qui, confrontés à des critiques fortes ou massives, réagissent en disant voilà, on ne peut plus rien dire, on me réduit au silence. Donc amalgamer des choses aussi différentes, ça me paraît vraiment une source d'obscurité. De la même manière, on mélange souvent dans la cancel culture deux choses qui pour moi sont totalement différentes. Des actions spectaculaires de protestation contre certains discours, par exemple. Donc typiquement, il y a une conférence, vous faites une manifestation devant la conférence. Il y a un cinéma où on passe un film d'un auteur dont vous pensez qu'il est l'auteur de violences sexuelles. Vous organisez un piquet, des manifestations, des performances devant l'entrée du cinéma pour dissuader les spectateurs d'y aller. Et tout ça, c'est des formes d'usage de la liberté d'expression, donc je vois pas du tout pourquoi il serait juridiquement limité, avec quelque chose qui est totalement différent, qui est le fait d'essayer d'empêcher que se tiennent certains actes d'expression. C'est la différence entre créer une contre-conférence ou une contre-manifestation ou se mettre à proximité d'un lieu pour protester de la tenue d'un événement sans empêcher cet événement, et puis vraiment empêcher cet événement. Donc bloquer une pièce de théâtre, surgir à des dizaines, par exemple dans un colloque sur l'école polonaise d'histoire de la Shoah, où il y a des ultranationalistes polonais qui ont débarqué dans un amphithéâtre à l'EHESS pour empêcher que ça ait lieu. Donc c'est des choses qui sont très différentes. Il y a l'usage de la liberté d'expression est souvent un usage contradictoire, oppositionnel, conflictuel, et on ne peut aucunement limiter cela par le droit. Et en tout cas, on ne devrait aucunement limiter ça par le droit, parce que c'est exactement le même problème que pour l'offense. Soit vous le faites de manière partiale pour les contre-discours qui ne vous plaisent pas, soit vous le faites pour tous les contre-discours, et vous vous retrouvez à réduire mais considérablement la liberté d'expression. On peut juger, mais c'est pas une question juridique, c'est une question morale et sociale que dans une société, les valeurs de la liberté d'expression prospèrent lorsqu'il y a aussi une certaine manière de s'y prendre pour tenir des propos contradictoires. Et le problème, c'est pas la politesse ou la virulence comme on l'entend souvent, c'est le degré auquel on organise sa contre-protestation d'une façon qui ne nie pas à l'autre son droit et sa légitimité à s'exprimer, même si on désapprouve ce qu'il dit. Donc il y a une question morale, d'éthique, de mœurs, si on veut, derrière là-dessus, mais sur laquelle le droit est impuissant et à mon avis ne devrait surtout pas s'estimer autorisé à intervenir. Donc mon premier problème, on mêle des choses qui pour moi sont extrêmement légitimes, qu'on partage ou pas le point de vue de ceux qui se livrent à ces actes, et puis des choses qui menacent vraiment la liberté d'expression. Deuxième problème, derrière cette idée de cancel culture, il y a l'idée que c'est culturel. Et généralement, c'est une catégorie polémique, c'est pas du tout une catégorie scientifique. Donc les formes d'interruption, les stratégies d'annulation, tout ça, ça s'étudie. Hein. Les sciences sociales travaillent là-dessus aussi. C'est des phénomènes, on peut s'en inquiéter, plus ou moins. On peut essayer de comprendre les sources, on peut essayer de voir les solutions. Tout ça fait partie de ce sur quoi le philosophe, le juriste, les sciences sociales doivent travailler. Mais dans l'idée de cancel culture, il y a autre chose. C'est une catégorie polémique qui vise à suggérer que le recours sans doute de plus en plus fréquent et inquiétant, à des stratégies d'expression qui empêchent l'expression de l'autre, serait situé à un pôle du continuum politique ou dans certains réseaux militants. Et la vérité, c'est que c'est absolument partout.
Il y a l'exemple que je viens de vous donner. On trouve évidemment des exemples il y a des exemples de militants de gauche ou d'extrême gauche qui ont empêché des conférences. On trouve des exemples de conservateurs. Il y a les phénomènes de chasse en meute dont vous parliez sur Twitter. C'est absolument tous azimuts. Je veux dire, on a des mouvements sociaux, parfois qui ont pignon sur rue de manière très nette dans l'espace public, qui traquent sur Internet ceux qui n'ont pas la même conception de la laïcité qu'eux, pour les présenter comme des alliés des islamistes, voire comme des alliés des terroristes. Et donc là, il s'agit d'annihiler la parole adverse en portant atteinte à la réputation et en disqualifiant, en présentant comme un traître à la patrie. Donc le vaste mouvement entretenu aujourd'hui par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et par le ministre de l'Éducation nationale autour d'une menace fantasmatique d'un prétendu islamo-gauchisme à l'université a beaucoup de causes, c'est un phénomène complexe, mais ça se comprend aussi comme ça. C'est aussi porté à l'intérieur et à l'extérieur des universités par des gens qui estiment qu'ils sont en train de devenir minoritaires socialement sur certaines valeurs et qui, au nom de la défense de la liberté d'expression et de la liberté académique, essayent de faire taire certaines voix en les présentant comme en dehors du spectre de l'acceptable. Et donc on se retrouve à assimiler de manière complètement fantasmatique l'alliance avec les islamistes politiques, voire avec le terroriste djihadiste, avec des choses qui sont des engagements, je sais pas, égalitaristes, féministes. On se retrouve avec une ministre qui met dans le même sac l'écriture inclusive et puis le soutien à Daesh, comme si tout ça allait ensemble. Bon. Donc la liberté d'expression est soumise à une multitude de menaces, parfois qui se réclament elles-mêmes de la liberté d'expression. Et c'est très important de comprendre lesquelles de ces menaces sont inévitables et doivent être admises. Parce que c'est vrai que lorsque vous critiquez autrui, vous pouvez, sans le vouloir ou en le voulant, l'amener à être moins sûr de lui pour prendre la parole. Lorsque vous critiquez un adversaire, vous pouvez rendre plus difficile parfois le fait qu'il ose vous répondre. Mais pour autant, on ne peut pas arrêter le principe de la critique réciproque. Donc il y a des formes de choses qui peuvent fragiliser la liberté d'expression, mais qu'il faut admettre. Et il y a des formes de comportement qui, eux, doivent certainement trouver une limite, voire une sanction juridique. Donc dans le cas de la chasse en meute dont vous parliez, c'est une chose de réagir massivement, de manière plus ou moins coordonnée, à un certain type de discours sur Twitter. C'en est une autre de se livrer à des véritables formes de harcèlement organisé, comme on en a observé plein, par des gens qui multiplient les comptes pour multiplier les attaques personnelles, souvent à caractère partiellement diffamatoire, vis-à-vis d'individus précis. Oui, une question encore. Comment mieux faire passer la tolérance, le sens des nuances dans le débat public? Vaste question. Ça m'arrangerait qu'il n'y ait plus de temps pour répondre. Il reste quelques minutes. Malheureusement. Il y a plusieurs choses. D'abord, on n'a pas beaucoup parlé tout à l'heure de l'éducation à l'interprétation des discours, des images, des textes, et l'importance de l'éducation, de l'apprentissage des principes politiques et juridiques comme celui de la liberté d'expression, de ce qui signifie, de ses implications. Mais je pense qu'il y a aussi une nécessité très grande d'une forme d'apprentissage, de maîtrise des nouveaux médias, non seulement dans la maîtrise technique immédiate, mais dans la compréhension de leurs effets et de leur portée. On a plein de phénomènes d'individus qui, de manière semble-t-il sincère, après coup, ne comprennent pas eux-mêmes comment ils ont pu participer à des formes de harcèlement collectif. Enfin, je veux dire, ça prolifère. Alors, il y a un peu d'hypocrisie sans doute, mais il y a aussi une forme de nouveauté et d'étrangeté de ce média dont les effets qu'il a aujourd'hui, à la fois positifs et négatifs, étaient très loin d'être tous anticipables il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Et donc, il y a sans doute un phénomène d'adaptation sociale et d'éducation qui est très important. Je pense aussi que c'est beaucoup par l'exemple que des normes de civilité, et là encore, ça ne veut pas dire de politesse, la civilité, des normes de civilité, c'est-à-dire c'est pas formellement propre, poli, sage. Je pense que c'est par l'exemple que les normes de civilité s'imposent dans les groupes, dans les espaces physiques comme dans les espaces virtuels. Et que donc c'est lorsqu'un nombre suffisant de personnes dans des positions de visibilité suffisante s'imposent à elles-mêmes une certaine éthique de la discussion, pas forcément la discussion formelle, rationnelle, très théorisée, mais distinction entre le désaccord de fond et puis les attaques contre la personne, par exemple,
qu'il y a des chances que ces normes s'imposent. Il y a une dimension du problème qui est vraiment sociale, qui est liée aux mœurs, à l'éthos, qu'on peut pas prétendre régler par le droit. Enfin, je pense que même si leur place a été complètement relativisée pour les raisons que je mentionnais tout à l'heure, les journalistes, notamment les journalistes des médias les plus influents, les journalistes de CNews par exemple, dont nous parlions tout à l'heure, ont une responsabilité considérable. Parce qu'on ne peut pas dire qu'ils n'ont plus valeur d'exemple et de prescripteur, à certains égards du moins. Et donc la préservation ou la restauration de certaines normes journalistiques dans l'organisation et la modération des débats me paraît garder un rôle mais décisif dans l'évolution générale de nos mœurs dans l'espace public. Oui, justement, je rebondis là-dessus. Vous sembliez justement, et ce qui est logique avec le numérique, relativiser la place alors à la fois de vérificateurs, mais surtout de sélection de l'information des journalistes. Alors qu'en France, on a coutume de dire que c'est des études qui ont été montrées notamment comparativement aux États-Unis. Il y a plutôt un système médiatique dominant. On parlait justement de la presse audiovisuelle et un système médiatique qui serait plutôt underground, alternatif, qui passe sous les radars. Et du coup, il y a encore des instances, je dirais, de surreprésentation, de validation au sens de mettre en avant des discours qui restent quand même l'apanage de la presse audiovisuelle, de grands médias papier et sites internet de médias dominants, etc. J'emploie d'ailleurs le terme de médias dominants, mais on est vraiment, on est encore là-dedans de votre point de vue ou Je ne sais pas si le terme de médias dominants est toujours pertinent. En tout cas, il n'a pas le même sens que celui qu'il avait il y a 15 ou 20 ans. C'est certain qu'il y a une forme, il reste, malgré tous les sondages sur la défiance à l'égard des médias et des journalistes, il reste une forme il y a une forme d'autorité de la validation de l'information ou de la validation de l'importance d'une information ou de la légitimité d'une personne interrogée à prendre la parole comme témoin, comme représentant d'un parti, d'un groupe social, d'une expertise intellectuelle ou que sais-je. Il y a un pouvoir de validation qui est encore très fort de certains médias. Alors, c'est très largement les médias de référence anciens. C'est aussi des nouvelles formes de médias. Il y a des nouvelles formes d'expertise médiatique apparues sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, sur Twitch, enfin, que sais-je. Mais surtout, c'est que les interactions qu'il y a toujours eu entre des espaces d'expression beaucoup moins visibles et puis ces médias centraux, disons, ou ces médias de référence, ces médias de validation, sont devenus beaucoup plus compliqués. C'est-à-dire que, oui, ce qui passe en une du monde a encore beaucoup plus de chances d'être repris ailleurs et d'être perçu comme participant de l'actualité ou des points de vue importants du jour que ce qui se passe ailleurs. Mais les journalistes du monde sont aussi beaucoup plus attentifs à ce qui fait l'objet de beaucoup d'attention sur différentes formes de plateformes qu'ils ne pouvaient l'être après vis-à-vis des forums réels dans la société auxquels ils avaient beaucoup moins accès. C'est un enjeu décisif parce que notamment pour tout ce qui a trait à la fiabilité de l'information, à la lutte contre les fausses nouvelles, les discours qui relaient le complotisme, etc. Pour qu'une forme de régulation puisse s'exercer, régulation par le droit, ou régulation déontologique, une forme d'autorégulation, ou encore régulation par la critique sociale, parce que c'est très important, les militants, les partis, les associations, les intellectuels qui critiquent ce que font les médias. Donc ces différentes sources de la régulation, l'État et le droit, la société civile, les citoyens, et puis les journalistes eux-mêmes dans leur effort d'autorégulation, pour qu'il y ait ces différentes sources de régulation qui maintiennent des normes d'intégrité suffisantes dans l'organisation et la modération du débat public, il faut qu'on sache où a lieu cette modération et cette organisation. C'est-à-dire que si le pouvoir de validation, le pouvoir de sélection est totalement éparpillé, en un sens, ça horizontalise, en un autre sens, ça ôte toute prise à l'effort de régulation, parce qu'on ne maîtrise plus ce qui se passe. Et derrière cette apparence de dissolution des lieux d'organisation et de structuration du débat public, il faut voir qu'il y a, comme vous l'avez dit, encore un pouvoir d'autorité important des grands médias anciens. Et puis il y a, on y revient, le pouvoir architectural considérable exercé par ces nouveaux forums publics détenus par des acteurs privés que sont les plateformes.
Très bien, peut-être une dernière question ou Alors, je crois qu'on n'a plus vraiment le temps et on s'excuse auprès de tous les internautes qui ont posé des questions auxquelles on n'a pas pu répondre, ce qui montre bien que le sujet est extrêmement vaste. Et on vous remercie pour cet échange très très riche qui donne des pistes pour réfléchir. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, on a beaucoup parlé de la caricature de Charlie Hebdo. Et ce soir, on prolonge donc cette réflexion en accueillant deux caricaturistes, Xavier Lacombe et Michel Cambon, avec un échange qui sera modéré par Caroline Apicos. Et on invite nos internautes qui nous suivent à s'inscrire s'ils le souhaitent. Merci à vous. Un prochain rendez-vous média sur la liberté d'expression. Il y en aura certainement d'autres. On avait déjà fait un avec un avocat, là avec un philosophe. Donc on explorera peut-être d'autres pistes de réflexion pour explorer ce thème. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée aussi.